Anne-Sophie Laguens et Boris Rosenthal, vous êtes candidats investis par l'UJA de Paris pour les élections au Conseil de l'Ordre du barreau de Paris. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Alors moi, je suis avocate au barreau de Paris depuis maintenant 16 ans, parce que j'ai récemment en 2008. Je suis engagée auprès de l'UJA depuis maintenant une dizaine d'années, surtout sur les questions de famille, de pénal, de déontologie aussi. Et pour ce qui est de mon propre exercice, j'ai surtout fait des cabinets généralistes. Après, je suis passée par la conférence du barreau de Paris et maintenant, j'exerce principalement en pénal et famille. Et moi, je suis avocat depuis 2015, le 29 janvier 2015 exactement, depuis autant de temps à l'UJA, où j'ai pratiqué pas mal de commissions, mais notamment les commissions pénales et accès au droit et pro bono. Et j'exerce principalement dans la matière pénale, quasi exclusivement en réalité, en matière pénale. Alors, l'UJA, depuis quelques années maintenant, pour vous deux. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour être candidat pour le Conseil de l'Ordre? Parce que c'est un travail quand même assez dur. Je pense que ça répond à un engagement de longue date. En ce qui me concerne, c'est un engagement de toujours. Je suis rentré dans cette profession et j'ai enfilé la robe par goût et par amour, et je la porte avec ce même engagement et ce même amour des valeurs que représente la profession. C'est pour ça que, en qualité d'élève avocat, j'étais représentant des élèves avocats au conseil de discipline et au conseil d'administration de l'EFB, parce que le statut des élèves avocats, parce que le poids des élèves avocats, parce que la position et le positionnement des élèves avocats m'intéressaient. Et c'est dans cette même dynamique que je me suis inscrit dans les commissions et dans la commission permanente de l'UJA de Paris dès 2015, et c'est toujours dans cette même dynamique que j'ai goût à aller travailler au Conseil de l'Ordre dans le but de alors je saurais pas comment le dire, mais peut-être déjà défendre la profession auprès des justiciables et des pouvoirs publics, c'est-à-dire vraiment de l'extérieur, et faciliter la profession en interne pour les avocats. Je pense que c'est un métier qui est dur, dans lequel on se sent très vite seul, et que c'est important que des personnes qui ont le goût de ça et qui veulent le faire prennent du temps pour défendre cette profession en interne et en externe. Oui, je pense que l'UJA, c'est une vraie force de travail. On a pu être témoin toutes ces années que au sein de l'UJA, il y a plein de gens qui travaillent de façon anonyme, qui sont notamment pour les premiers postes, on va dire, de l'UJA chez SOS Collaborateurs, à prendre anonymement les appels et bénévolement, bien évidemment, les appels des jeunes collaborateurs en détresse, qui les assistent. C'est aussi beaucoup de formations qu'on donne depuis toutes ces années, notamment sur les premiers dossiers, où on fait quand même beaucoup de formations dans l'année. Et on a une présence, je crois, qui est assez établie aujourd'hui et qui est assez indéniable, avec derrière une vraie force de travail, notamment très dernièrement là sur le rapport égalité, sur tous ces rapports qui sont faits, et on a une telle force de travail que derrière on est souvent entendu par les commissions parlementaires lorsqu'il y a une loi qui est en rédaction pour avoir notre avis sur tel et tel projet de loi. Donc c'est aussi ça qu'on voulait apporter, parce que nous on fait jamais que représenter, donner suite au travail qui est déjà fait en amont, et c'est tout un parcours de rentrer à l'UJA puis quelques années plus tard d'arriver pour porter ce travail-là et l'apporter au Conseil de l'Ordre, de pouvoir entendre les jeunes avocats, entendre aussi les avocats qui s'installent et qui sont notamment jeunes installés, parce que bien évidemment tout ça c'est difficile, encore plus aujourd'hui parce qu'il y a une grande compétitivité, et de pouvoir être un peu au centre de tout ça et apporter notre petite main à ce travail-là, c'est avec plaisir qu'on le fait. Vous avez évoqué SOS Collaborateurs. Est-ce qu'on en est encore là? Est-ce qu'on a encore besoin de SOS Collaborateurs? L'UJA a fait énormément pour faire progresser les jeunes avocats et leur position au sein des cabinets. Alors, où en est-on aujourd'hui? Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a d'autant plus un décalage parce que, et heureusement, il y a une libération de la parole, notamment sur les réseaux sociaux, de jeunes collaborateurs qui évoquent leurs expériences de plainte devant le conseil, etc. On a besoin de plus en plus de pouvoir les entendre et de pouvoir adapter un petit peu ce qui se passe dans les cabinets,
Et parallèlement, je crois qu'on a une génération qui parfois ne comprend plus trop comment s'adapter à des souhaits qu'on a à 25 ans, qu'on n'avait pas forcément il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et donc ce travail-là de réadaptation du monde de la collaboration à ce qui se fait aujourd'hui et à des bonnes pratiques, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, puisque on entend encore aujourd'hui beaucoup de plaintes sur des sujets de harcèlement, de discrimination, et qu'il faut s'en saisir. Et si la question c'est est-ce qu'il y a encore besoin de SOS collaborateurs, moi ma réponse c'est plus que jamais. Aujourd'hui, on assiste à un changement de paradigme dans ce qu'a été la profession et ce qu'elle était. Enfin, en tout cas, moi, quand je suis rentré dedans, et un peu toi aussi, mais quand on est rentré dans la profession il y a 10 ans ou un peu plus, et aujourd'hui, il y a un changement de paradigme, un changement on n'a plus de sentiments ou de volonté sacrificielle de ce travail. Le travail doit servir aussi à faciliter la vie et les à côté. Je trouve qu'il y a ça s'accompagne d'une libération de la parole évidemment, mais ça doit nécessairement répondre à un équilibre entre les collaborateurs et les collaborants, ce qu'on essaye toujours de mettre en place, en considérant toujours que le collaborateur est toujours dans une relation de travail, toujours une partie un peu faible. Parlons un peu des jeunes avocats que vous représentez. Il y a aussi les femmes avocates. Aujourd'hui, les femmes, ça représente la majorité, plus que la majorité du barreau de Paris. Mais leur position n'est toujours pas celle qu'on aurait envie qu'elle est. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Si vous regardez justement le dernier rapport qui a été fait par l'UJA il y a quelques semaines sur le sujet, on a effectivement encore un très grand décalage sur les rémunérations, sur les carrières, et là-dessus on a, je pense, beaucoup de travail d'assistance aussi des très jeunes avocates qui, pour certaines, vont partir parce qu'elles se sentent pas en capacité de pouvoir avoir une maternité acceptable avec des questions de collaboration normales, avec des conditions de collaboration normales, ou qui se sentent pas de s'installer parce que on peut pas tout faire en même temps. Et on voit bien ce qu'on peut voir dans les cabinets aujourd'hui, que ce soit les très grands cabinets anglo-saxons ou les tout petits cabinets, c'est même pas une question de taille, qu'on a encore des exigences actuellement qui sont pas toujours en corrélation avec ce qu'on peut attendre pour des jeunes avocats, de bonnes conditions de pratique, de bonnes conditions de vie, et que c'est encore une profession où on va prôner le fait que, selon une certaine idée de l'exigence, on pourrait accepter tout et n'importe quoi, alors que on sait très bien qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces conditions-là aujourd'hui, que c'est plus que les jeunes avocats attendent quand ils sortent de l'école des avocats, et que si on a un si grand taux de déperdition toujours à ce jour dans les 2 premières années de l'exercice, c'est pas pour rien qu'à un moment donné, il va falloir l'entendre, et que si on n'accepte pas d'adapter ces conditions-là, la profession elle va finir par s'éteindre un petit peu toute seule ou par vieillir un petit peu toute seule sans s'adapter en réalité à ce qu'il y a de nouvelle sociologie de la profession aujourd'hui. Et ça, c'est une problématique pour le coup qui est en interne et en externe. Il y a une réflexion qui a commencé à être menée et qui est menée en tête de proue l'UJA au Conseil national des barreaux ou au Conseil de l'ordre avec cette question en interne. Mais il y a aussi une question externe qui se joue à ça. On peut pas accepter qu'en 2025, une avocate, jeune ou moins jeune, parce qu'elle est enceinte, ne peut pas faire renvoyer un dossier d'une juridiction correctionnelle. On peut pas imaginer qu'en 2025, ça, ce soit ne serait-ce qu'un débat, un congé maternité, un congé pathologique ou non, mais un congé maternité ne soit pas une cause prioritaire de renvoi d'un dossier, quelles que soient les difficultés pour une juridiction d'audiencer une affaire. Mais parce qu'on a, je crois, pardon, je poursuis un peu, mais on a accepté des choses entre nous et avec les magistrats et entre avocats, les deux, ce qui font qu'aujourd'hui, on a des confrères ou des consoeurs qui vont s'opposer à un renvoi pour une question de congé mater ou des choses comme ça, ce qui est parfaitement inacceptable, mais parce qu'on accepte de se mettre dans des conditions de travail qui sont inacceptables, que ce soit entre avocats ou entre magistrats, et ça, c'est plus possible. Vous avez évoqué le départ de certaines femmes pour la maternité. Elles quittent la profession. Il y en a beaucoup qui quittent la profession pour aller en entreprise parce que il y a des meilleures conditions. On va pas se mentir. Il y a plus de congés payés. Il y a une sécurité peut-être plus importante de l'emploi. Qu'en pensez-vous aujourd'hui? Est-ce que c'est normal que la moitié des jeunes avocats se retrouvent finalement en entreprise?
Je crois que ça a toujours été un peu le cas, ça, pour le coup, parce que ces chiffres-là, on les avait déjà en sortant de l'EFB il y a 10 quelques années. Il y a 10 ans, les chiffres étaient les mêmes. 35% des avocates entre 0 et 50 de barreaux quittent la robe. Il y a des avocats aussi, d'ailleurs, d'avocats hommes. Et des avocats hommes, c'est le ratio est un tout petit peu inférieur, mais c'est équivalent. On est entre 25 et 30%. Donc il y a toujours cette problématique et il y a toujours cet attrait vers les entreprises. L'avocature, ça peut être considéré aussi comme une rampe de lancement et une connaissance du système judiciaire ou du conseil qui va mener à l'entreprise. Ces vases communicants, ils sont, à mon sens, ils sont pas problématiques. Il y a aussi des avocats d'entreprise qui passent la robe, comme des personnes de l'administration fiscale qui enfilent la robe après 15-20 ans de bons et loyaux services à l'administration fiscale. Donc en réalité, ces vases communicants, ils sont pas problématiques. La question qui se pose, c'est les raisons pour lesquelles les avocats quittent la robe. Et là, pour le coup, c'est là où les problèmes arrivent. Si c'est une question de je ne peux pas avoir la vie que je veux avoir, ou si mon métier, ma profession que j'aime par ailleurs ne me permet pas d'avoir la vie de famille, la vie de famille que j'ai envie d'avoir, la vie professionnelle ou les moyens matériels que je veux avoir, effectivement, c'est à ça qu'on doit répondre. Quels sont les défis pour les jeunes avocats aujourd'hui? Vous savez, il y a le défi de l'IA notamment, qui est peut-être le défi le plus important, le défi du siècle. Comment vous appréhendez ce sujet à l'UJA et vous, en tant que candidat au Conseil de l'Ordre, qu'en pensez-vous pouvoir apporter aux jeunes pour les protéger et aussi les aider avec l'IA? C'est d'abord pouvoir leur rappeler que de la même façon qu'on leur dit que la déontologie s'applique aux réseaux sociaux, la déontologie s'applique à l'IA. Ça serait complètement absurde de dire non, on se ferme les yeux, on est aveugle et on regarde pas et ça n'existe pas. De fait, aujourd'hui, les élèves avocats, les étudiants utilisent déjà l'IA pour composer de temps en temps et dans leur dossier quand ils arrivent en stage. Donc ça serait vraiment faire l'autruche que de se dire qu'on va pas s'en servir. Donc on va s'en servir bien évidemment de plus en plus. Je suis pas sûre que ça réduise autant qu'on le dit aujourd'hui la place des collaborateurs dans les cabinets, puisqu'il faut quand même derrière une réflexion, une validation, et qu'on n'est pas encore à un stade où l'IA est parfaite, loin de là. Mais simplement de rappeler que quand on utilise l'IA, il y a aussi des questions de données personnelles, des questions de secret professionnel qui s'appliquent, et que tout ce qui est fait par le stagiaire ou par le collaborateur dans le cabinet engage derrière la responsabilité du cabinet. Donc c'est simplement de savoir comment on s'adapte à ça, comment on l'utilise, parce qu'on va l'utiliser, et c'est très bien l'utiliser, et des bonnes pratiques d'utilisation. Et si on remonte un petit peu, il y a 10 ans, on nous parlait d'ubérisation de la profession. La profession s'est énormément battue pour éviter justement que la robe d'avocat soit ubérisée, que des startups qui soient pas menées par des avocats prennent du travail des avocats et bafouent un petit peu la déontologie à laquelle nous on s'astreint. Je trouve que c'est un combat qui a été mené sur ces 10 dernières années, qui a été exemplaire. De la même manière, le mandat du dernier bâtonnier qui va prendre fin en janvier montre qu'il y a une vraie prise de conscience et une vraie dynamique vers l'IA. C'est un sujet qui est évidemment éminemment d'actualité. Après, je pense que c'est surtout une question pour nous de formation et de se saisir de ces technologies. L'IA, quelle qu'elle soit, et même si elle est parfaite dans X années, elle ne répondra jamais aux exigences de déontologie auxquelles nous on s'astreint, de déontologie et d'éthique auxquelles nous on s'astreint et auxquelles nous on est astreint par notre ordre. Donc on sera toujours derrière l'IA ou devant d'ailleurs pour veiller à ce que justement elle prenne pas une part trop importante ou de manière disproportionnée sur notre travail. L'année prochaine, il y aura un nouveau bâtonnier, Louis de Gosse, et une nouvelle vice-bâtonnière, Karine Denoy-Benteux. Comment vous inscrivez-vous dans leur sillage? C'est une bonne question. Alors, Louis et Karine sont déjà des personnes qu'on a pu croiser à de nombreuses reprises sur ces dernières années, avec lesquelles on a pu beaucoup échanger. L'idée est évidemment c'est eux qui sont dans un conseil de l'ordre
qui mènent la politique du Conseil de l'ordre, qui mènent les sujets prioritaires. Et voilà, l'idée, c'est de servir au mieux leur dynamique dans la cohérence des valeurs de l'UJA qu'on souhaite défendre. Jusqu'à présent, on n'a jamais trouvé de sujets sur lesquels il y avait un désaccord profond. Au contraire, on a tous, encore une fois, l'amour de cette profession et la dynamique de vouloir aller plus loin, de vouloir avoir plus de travail pour les avocats, de vouloir avoir une profession qui, en interne, fonctionne mieux, où il y a plus de communication, plus de transparence. Et je pense qu'on va tous avancer ensemble sur... voilà, en tout cas, on est d'accord sur ces points-là. Puis de toute façon, c'est toujours la même chose pour tous les candidats chaque année, mais notre programme trouve sa limite dans le fait qu'on vient surtout appliquer ce que le bâtonnier nous demande de faire et être dans un conseil de l'ordre pour entrer dans des commissions, pour régler des conflits d'exercice, des conflits de collaboration. Et après, chacun avec sa plus-value. Nous, ça va peut-être être effectivement le palais, entre guillemets, la vie de palais. Karine, elle a fait droit de la famille comme moi. On a peut-être ce côté-là très relation interpersonnelle assez accessible tout de suite parce qu'on est au palais tout le temps. Et le bâtonnier et la vice-bâtonnière ont d'autres qualités et on va arriver en fait pour apporter des forces complémentaires sur certaines matières qu'ils pourraient moins connaître et de toute façon, encore une fois, exercer dans des commissions, ils nous demanderont d'exercer, principalement. Qu'est-ce que vous voulez dire aux jeunes avocats et aux avocats aussi, par ailleurs? C'est un peu ce qu'on dit quand on fait les prestations de serment régulièrement. Je crois que ça fait quelques années qu'on fait les prestations de serment avec Boris. Et la première chose, c'est un peu classique et c'est un peu entendu, mais c'est tellement important, c'est de pas rester seul et d'aller vers les associations, les syndicats, le sport, le théâtre, le chant, ce que vous voulez, peu importe, qui vont faire que vous allez sortir du cabinet. Peut-être encore plus aujourd'hui, les collaborateurs sont isolés dans leur cabinet. Alors, il y a les réseaux sociaux, c'est une chose, certes, pour parler, mais ça suffit pas, je crois. L'interpersonnel, c'est important aussi. Et c'est de venir, évidemment, nous voir, nous, mais aussi d'aller voir d'autres associations, d'autres syndicats, évidemment, faut aller voir tout le monde. Et de pas rester à se morfondre dans son cabinet, parce que le début, on sait, peut être difficile parfois, pas toujours, mais ça peut l'être. Alors que il suffit de venir, c'est très bête, hein, mais venir aux apéritifs, aux soirées, etc. Trouver des compagnons de galère, des compagnons dans la même matière. C'est comme ça, en fait, à la fin, on se fait une vie d'avocat qui fait qu'on a une vie d'avocat en dehors du cabinet, qu'on s'amuse, parce qu'il faut quand même un petit peu s'amuser dans ce métier. On a quand même un beau métier, c'est pas que de la galère, c'est quand même aussi un très beau métier. Et en réalité, tout ce qu'on a construit ces dernières années, ça s'est fait aussi beaucoup en dehors du cabinet. Tout ce que j'ai fait en collaboration, c'était très sympa, c'était très bien, mais le reste, je l'ai quand même construit en dehors du cabinet, via la conférence, via l'UJA, via la revue de l'UJA, via d'autres associations dans lesquelles on s'est engagé l'un et l'autre. Et qu'en fait, si on veut vraiment s'investir, avoir une profession qui est entière, et être vraiment avocat entièrement, je pense qu'il faut vraiment sortir de son cabinet. Oui, c'est une profession qui est extrêmement riche. Donc, moi, je vais même souvent, les prestations de serment, je vais même un petit peu plus loin que ça. Je dis, évidemment, ne restez pas seul parce que c'est le premier risque de la profession. Mais surtout, au-delà de s'intéresser, engagez-vous. C'est une profession qui est extrêmement riche, dans laquelle il y a énormément de choses à faire, à voir, que ce soit d'un point de vue purement professionnel, l'étude des dossiers, mais pas seulement. C'est une profession dans laquelle on rencontre des gens qui vont s'égosiller sur des reprises de chansons des années 80 à la revue de l'UJA. C'est une profession pour laquelle il y a une association. Enfin, moi, ça m'a toujours rendu fou. Il y a une association sur les fans de Tintin, par exemple. Une association, les tintinophiles du Palais. Enfin, je connais pas une autre profession dans laquelle il y a des tintinophiles. Après, je connais pas toutes les professions du monde. Mais ce que je veux dire, oui, attention. Non, mais qui s'organise en association. C'est une profession qui est extrêmement riche et c'est une profession qui demande aussi de l'engagement. Parce que cet engagement-là, il va se ressentir dans la manière dont on traite les dossiers, dans la manière dont on va traiter les clients, dans la manière dont on va se traiter nous-mêmes au sein de la profession. Donc, la première chose, moi, que je dis aux jeunes avocats qui nous rejoignent, c'est attention, ne restez pas seul, engagez-vous.